Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous commençons ce premier moment de partage que je mets en place et qui seront un rendez-vous que nous aurons une fois par mois. Alors, avant d'expliquer pourquoi je mets ces moments de partage en place, il faut déjà que j'explique qui je suis. Donc, je suis naturopathe et la naturopathie, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne savent pas très bien ce que c'est une démarche holistique de la personne. Alors holistique, c'est pas un terme qui est réservé aux soins énergétiques, qui peut faire peur, hein. Quand je dis holistique, on pense qu'on est des espèces de gourous qui faisons de grandes incantations et qui ont un peu n'importe quoi. C'est pas du tout ça. Holistique, si on s'en réfère au terme qui est donné dans le dictionnaire, tout simplement veut dire appréhender une personne, une chose de manière globale. Donc l'holisme, ce n'est absolument pas de faire des soins énergétiques en se préoccupant que de l'énergétique, c'est s'occuper de la personne dans sa globalité, de l'être humain dans sa globalité. Et c'est là où on doit se poser la question, mais qu'est-ce que je suis? Parce que je suis un corps humain, je ne suis pas que du psychisme, de l'émotionnel, du conscient ou de l'inconscient. Je suis déjà sexuée, donc j'ai des organes, j'ai un système digestif, j'ai du sang, de la lymphe, je suis faite de molécules, de globules rouges, blancs, je suis faite de bactéries, je suis faite de muscles, d'eau. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont besoin d'apport. Donc je ne suis pas que de l'énergétique, je ne suis pas que du psychisme, parce que si je ne nourris pas tout ça, bien je meurs, mon organisme s'arrête de fonctionner. Donc déjà un être humain c'est complexe, c'est déjà l'alimentation qu'il va mettre en place, cette alimentation qui va créer ou non des déséquilibres qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne reconnaît pas forcément. C'est pour ça que le rôle du naturopathe est très important. Mais c'est aussi, dans la globalité, s'intéresser à la personne, se dire, ok, si aujourd'hui on en est là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une cause inconsciente, émotionnelle, cachée? Quel est ce qu'on doit aller chercher? Donc c'est vraiment cette démarche globale. Je suis une alimentation, mais je suis une alimentation solide et je suis une alimentation plus spirituelle, dirons-nous. Donc la naturopathie, c'est vraiment ça. On en a fait quelque chose de très restrictif. On parle de la naturopathie en l'associant au jeûne, à la détox, à des tas de choses, et on oublie que un organisme, un corps, un foie, un muscle cardiaque, un système nerveux digestif ne peut pas aller bien qu'en faisant que de la détox. Nous sommes autre chose que cela. Donc on a fait de la naturopathie un petit peu un terme à la mode, un petit peu un phénomène de mode, hein, mais on en a oublié l'essence même, ce qu'est un naturopathe. Et un naturopathe est quelqu'un qui vraiment travaille sur la globalité de l'être humain. Donc pour travailler sur cette globalité, il faut savoir de quoi nous sommes faits, il faut connaître bien tout ce fonctionnement et s'y intéresser. Alors c'est vrai que pour ceux et celles qui me connaissent, moi je me suis spécialisée dans l'acidose et le microbiote. Pourquoi? Parce que ce sont à l'heure actuelle vraiment les problèmes majeurs qu'on rencontre dans les consultations, hein. 9 consultations sur 10 sont en relation avec un microbiote déséquilibré, alors que ce soit une hypothyroïdie, une sclérose en plaques, une fibromyalgie, qu'est-ce qu'on a encore que je vois? Une rectocolite hémorragique, une maladie de Crohn, des intestins irritables, une candidose, tout ça, ça parle du microbiote de maladies auto-immunes. Mais on a aussi beaucoup de problèmes de personnes qui en fait pensent avoir une alimentation saine parce qu'on ne parle pas de ce déséquilibre acido-basique, qui ne connaissent pas leur terrain naturopathique et qui donc vont faire des erreurs alimentaires, hein, et qui vont se retrouver à un moment avec de l'arthrite, de l'arthrose, des cystites à répétition, des calculs dans la vésicule, des calculs dans les reins, des problèmes inflammatoires, des sciatiques, des tas de choses comme ça
qui sont en relation aussi avec ce fameux terrain métabolique, ce fameux terrain naturopathique. Donc il faut déjà connaître ça au niveau de l'organisme pour appréhender un petit peu tous les problèmes que peut avoir notre organisme. Mais il faut aussi travailler sur le psychisme. Et c'est vrai que comme je me suis beaucoup spécialisée sur ce système intestinal, sur ce microbiote, sur cette acidose, parce que j'avais aussi dans mon entourage des gens qui avaient besoin de ces connaissances-là, j'ai travaillé bien entendu de manière globale parce que je suis naturopathe, mais j'ai oublié d'en parler. Et c'est vrai que à l'heure actuelle où on le voit avec ce virus qui pose des problèmes pulmonaires, avec tout ce qui se passe, je me suis axée plus sur cette connaissance, à faire partager ces connaissances-là aux personnes en leur disant voilà, aujourd'hui on vient de découvrir qu'un microbiote intestinal déséquilibré permettait de déséquilibrer aussi un microbiote vaginal, un microbiote pulmonaire, et que tout ça, ça revient toujours à la même chose, notre alimentation, notre manque de fibres, tous ces acides gras chaîne courte qu'on fabrique pas, enfin bref. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus parlé de ce côté-là que du côté émotionnel global, inconscient ou conscient que j'ai pourtant dans mes consultations, parce que mes consultations, les personnes qui travaillent avec moi le savent très bien. Une fois qu'on a fini de parler d'alimentation, on parle d'émotionnel. Qu'est-ce qui se met en place au niveau quotidien? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à gérer? Comment vous vous voyez? Parce qu'il faut bien comprendre que quelqu'un qui va souffrir d'un syndrome de dévalorisation, la première chose qu'il va nous dire quand il faudra changer d'alimentation, c'est pas pour moi. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Je sais que ça va pas marcher, je sais que j'en ai pas la force. Et si en premier on ne travaille pas sur cette dévalorisation, si on ne va pas remettre cet équilibre intérieur en place, la personne effectivement ne pourra pas changer ses habitudes alimentaires et en définitive, on n'aura pas fait notre accompagnement comme on devait le faire. Donc, je fais ce travail-là, mais je n'en parle pas beaucoup parce que aussi on est tellement montré du doigt comme des charlatans, comme des incapables, des gens qui sont juste là pour dire aux gens marchez pieds nus dans la nature. On a eu tellement des excès, cet été encore une personne qui est morte après 3 semaines de jeûne, enfin des scandales comme ça, que c'est vrai qu'il y a des mots que je n'ose pas prononcer parce que je me dis déjà que je passe pour quelqu'un qui est un charlatan, alors si en plus je parle du côté conscient, inconscient, émotionnel, qu'est-ce que ça va donner? Et puis il y a quelques jours, la semaine dernière en fait, je discutais avec une personne où on se donne des nouvelles et qui me disait mais toi de toute façon le côté énergétique, tout ça, tu travailles pas comme ça. Mais je lui dis mais si, je travaille comme ça. Elle m'a dit ah bon? Et là, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais quelle est l'image que je donne, moi, pour qu'on puisse penser ça? Donc ça m'a pas mis en colère, mais j'ai été dans cette notion d'apprentissage. Et je me suis dit, en fait, oui, tu l'es, mais tu n'en parles pas. Et c'est vrai que parler d'émotionnel, de douleur, d'inconscient, c'est difficile d'en parler quand on va écrire des mots parce que c'est difficile de mettre des ressentis avec des mots. Donc je me suis dit, il va falloir que tu franchisses un pas et que tu fasses des vidéos, quand même à un moment. Et moi j'ai du mal à me mettre en lumière et à me mettre en vidéo, c'est pas trop mon truc. Et puis j'ai une jeune femme qui est devenue une amie, que je suis depuis un moment maintenant, qui m'a dit mais tu sais, quand tu parles de ton expérience, de ce que tu as vécu, de toi, ça nous fait tellement du bien, on se sent pas seul, on se sent accompagné. Partage ça avec les autres. Et je me suis dit, effectivement, ma chérie, tu vas avoir 54 ans, tu as quand même connu certaines choses. Tout ce dont tu peux parler, ce n'est pas seulement parce que tu l'as appris dans des livres ou pendant tes études, c'est aussi parce que c'est du vécu. Donc je me suis dit, bon, il est peut-être le temps d'être dans ce partage et de ne plus avoir peur de ce que je suis en fait et d'en parler. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on commence ces moments de partage qui vont être des réponses à des questions qu'on me pose. Alors évidemment ce sont que mes réponses.
en fonction aussi des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, qui soient prêtres orthodoxes, théologiens, philosophes, psychologues, acupuncteurs, énergéticiens, que c'était mes amis, parce qu'on a toujours des informations à prendre des gens, ma famille, enfin voilà. Ça a été, tout ce que je vais dire aujourd'hui est issu de ça, mais ce n'est que ma vérité. Donc, si elle résonne en vous, c'est bien, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui aura raison. Si elle ne résonne pas en mon fou, c'est bien aussi, mais ça ne fait pas quelqu'un de moi, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est incompétente. Voilà. Ça veut dire que je suis finalement le regard que vous aurez, vous. Et le principal, c'est pas que je vous plaise ou que je ne vous plaise pas, c'est que peut-être il y ait au moins une personne qui, en regardant cette vidéo, se dise tiens, ça me parle et j'ai un déclic. Voilà, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais pas commencer par les questions, je vais commencer par deux phrases que j'ai trouvées par hasard, mais enfin le hasard je le dis en guillemets parce qu'il n'y a jamais de hasard. Donc il y en a une qui est issue du livre de Frédéric Lenoir, La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Et j'ai trouvé ça rigolo. Donc, un individu donné peut percevoir une grave maladie comme un terrible coup du sort, alors qu'un autre, par-delà la douleur présente, y verra une occasion de se remettre en question, de changer telle ou telle chose dans sa vie, et ne se départira pas de sa paix intérieure. Donc ça déjà, ça veut dire que, alors évidemment on parle d'une grave maladie, mais on n'est pas forcé d'atteindre la grave maladie, et on le voit en consultation. Il y a des personnes qui viennent en me disant effectivement j'avais cette alimentation, je pensais bien faire, mais j'ai ça et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Et on peut commencer un dialogue. Et puis j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent écoutez, j'aime bien ce que vous dites, votre discours, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et au tout début de la consultation, qui me disent ah oui mais moi je sais ce que c'est. Moi je sais ce que j'ai. Moi je sais que c'est ça. Non mais je suis pas d'accord avec vous parce que moi je sais que... Et en fait, cette phrase parle de ça. Celui qui se remettra en question est celui qui ne se départira pas de sa paix intérieure. Sa paix intérieure, ça veut dire que quoi que vous dise l'autre, si moi je dis à quelqu'un vous avez fait des erreurs alimentaires, c'est pas un jugement qui veut dire vous êtes une abrutie qui n'avait pas su faire les choses correctement. Je lui dis juste vous aviez un verre à moitié plein, mais vous aviez aussi un verre à moitié vide de connaissances. Et c'est ce qui fait qu'on peut prendre l'information de manière très calme et se dire ok, la personne n'est pas en face de moi en train de me dire vous avez mal fait quelque chose, elle est en train de me partager des connaissances en me disant on peut encore mieux faire. Donc je pense que c'est ça qui est important d'avoir, de toujours cette curiosité, cette humilité de se dire je ne sais pas tout. À un moment, j'ai pu me tromper parce que je ne suis pas toute la connaissance. Hein. On ne peut pas être toute la connaissance à part Dieu. Mais voilà, ça c'est un vaste sujet philosophique. Et il faut toujours accepter que on n'est pas jugé par l'autre. L'autre nous dit tout simplement je suis sur votre chemin pour vous amener d'autres connaissances. Quand vous aurez ces connaissances-là, moi je partirai et vous resterez avec ces connaissances que je vous ai amenées et vous pourrez aller mieux dans le temps. Donc pour finir, face à une agression, certains ressentiront de la haine, un désir de vengeance, quand d'autres n'éprouveront aucun ressentiment. Le sage stoïcien Épictète affirme ainsi « Souviens-toi que ce qui te cause du tort, ce n'est pas qu'on t'insulte ou te frappe, mais l'opinion que tu as qu'on te fait du tort. Donc si quelqu'un t'a mis en colère, sache que c'est ton propre jugement le responsable de ta colère. » Et ça veut vraiment dire qu'on se comporte comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que quelque chose nous remet en question,
on projette sur cette personne, on projette notre colère, notre frustration, notre blocage, notre fermeture, nos jugements, mais c'est notre choix, nous, de voir les choses comme ça. On pourrait toujours les prendre avec beaucoup de recul, de sagesse et se dire, tiens, après tout, qu'est-ce que je peux en apprendre? Et puis, est-ce que c'est si grave que je me remette en question et que je me dise que je faisais des erreurs? Après tout, la base de la vie, c'est d'apprendre. Hein, on apprend sur soi, on apprend des autres et je trouve que c'est une chose magnifique. Donc, j'aimais beaucoup ça, qui disait, voilà, si quelqu'un t'a mis en colère, sache que c'est ton propre jugement, le responsable de ta colère. C'est ton propre regard sur les choses qui fait que tu te mets en colère. Ce n'est pas l'autre, ce n'est que toi. Et ça va permettre d'enchaîner avec les petites questions qu'on m'a faites et auxquelles j'ai dit que je répondrais. Alors la première qui est plus du domaine du social, vient d'Ariel qui me dit: pourquoi est-on plus respectueux avec les autres lorsqu'il s'agit du travail et moins lorsqu'il s'agit du conjoint? Parce que la société nous a inculqué depuis que nous sommes enfants que si nous réussissons bien, si nous ramenons des bonnes notes, si nous avons un bon poste, un bon salaire qui nous permettra d'avoir de l'argent, une belle maison, d'acheter je ne sais quoi, c'est que nous sommes quelqu'un de bien, c'est que nous avons réussi. Et l'être humain s'identifie à ça. Donc pourquoi est-ce qu'il va être mieux, il va plus prendre de gants, dirons-nous, dans son travail? Tout simplement parce que son travail, c'est lui, c'est sa réussite, c'est ce à quoi il s'identifie. S'il n'est pas son propre patron, et bien d'être gentil avec son patron lui permettra peut-être d'avoir de l'avancement, d'avoir une prime, d'avoir un autre poste. D'être aimable avec ses collègues fera qu'on parlera de lui en bien, peut-être même qu'on le recommandera pour un autre poste. Et puis, s'il est son propre patron, d'être dans l'extériorité avec ses clients permettra de dire, vous voyez, je suis quelqu'un d'important, j'ai réussi, j'ai le dernier téléphone à la mode à 900 €, ou j'ai la dernière voiture, ou j'ai le dernier costume, je mange peut-être des pâtes, mais je vous fais croire que j'ai réussi, que je suis quelqu'un de bien. Et puis, quand on rentre chez soi, il n'y a plus personne pour nous acclamer, hein. On se retrouve avec un conjoint, des fois on a des enfants, ou des fois on est simplement à deux, et en fait on retire le masque, on n'a plus besoin de faire attention, parce que là aussi la société ne nous a jamais dit que quelqu'un qui réussissait, c'était quelqu'un qui réussissait son couple ou sa vie de famille. D'ailleurs, on peut voir à quel point on dévalorise les personnes qui s'occupent à la maison des enfants et de la maison, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, puisqu'il y a des papas qui sont au foyer, et je leur tire mon chapeau. Et il n'y a aucune reconnaissance de ça. La seule reconnaissance, c'est si vous avez un travail qui vous permet de vous acheter une belle voiture et d'en mettre plein la vue à vos voisins. Donc, quand on rentre chez soi, on n'a plus de gants à prendre, on n'a plus à être dans je suis quelqu'un, je réussis, on s'en fiche un peu en fait, et on tombe les masques. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile d'être dans la vraie communication quand il n'y a plus les masques. Et c'est comme ça qu'on découvre les gens, et que des fois on a même des faits divers qui nous disent, mais c'était un collègue charmant, un patron charmant, on n'aurait jamais pensé qu'il puisse faire ça à sa famille ou être comme ça. Et oui, parce que cette personne-là s'est identifiée à la réussite et n'a jamais compris qu'en fait, être un humain, être quelqu'un de bien, c'était faire le bien autour de soi et non pas paraître quelqu'un de bien. C'était la différence. Donc, j'espère que j'aurai répondu à cette question. La deuxième d'Ariel était comment apprendre à vivre en couple. Alors écoute, je vais te faire un humour en t'occupant de toi-même, en ne t'occupant absolument pas de l'autre.
comme on dit, il y a 3 phrases que j'aime beaucoup pour des âges différents. Quand on est adolescent, on dit à quelqu'un mêle-toi de tes fesses. Quand on est un petit peu plus âgé, qu'on commence à être dans la découverte, on dit faire de l'introspection. Et puis le troisième, on appelle cela être sur le chemin de l'éveil. Donc les 3 veulent dire la même chose. Il faut déjà apprendre à s'occuper de soi, à savoir qui on est soi-même, pour ne pas s'occuper de l'autre. Alors je vais faire un parallèle avec du jardinage, parce que finalement on est tous à faire du défrichage et du jardinage, hein. C'est comme s'il y avait 2 personnes, chacun ont leur jardin, leur terrain, et puis c'est comme si on passait son temps à dire à l'autre, mais vous voyez, vous n'avez pas retiré vos orties, vous n'avez pas retiré vos ronces, vous n'avez pas travaillé votre terre pour pouvoir l'aérer, mettre de l'engrais, mais nous on le fait pas. Donc en finalité, quel exemple on peut être pour l'autre, puisque nous, déjà, nous ne le mettons pas en pratique. Et le problème, c'est qu'on a toujours dans la nature humaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est avec un ego, hein, ça c'est quelque chose qu'on a tous, et sur lequel on travaille toute notre vie, on est toujours en train de se mêler de ce que fait l'autre, et on ne met jamais la même bienveillance à s'occuper de ce que nous faisons nous-mêmes. C'est impressionnant. On est toujours à parler des autres, à prendre le téléphone pour dire tu te rends compte, il a fait ça, elle a fait ça, il a dit ça, mais on prend jamais le téléphone pour parler des erreurs que nous avons faites nous dans la journée et que nous avons infligées aux autres. Et donc ça revient sur ce jardin-là. Si on veut que les choses se passent bien, on doit déjà changer nous-mêmes, on doit déjà être cet exemple. Alors avant de s'occuper du jardin du voisin, est-ce que moi-même je suis allée retirer mes ronces tous les jours? Est-ce que j'ai entretenu mon jardin tous les jours? Est-ce que je suis allée labourer cette terre? Est-ce que j'ai mis l'engrais qu'il fallait? Est-ce que j'ai choisi la bonne plante pour le bon endroit, pour le bon ensoleillement? Est-ce que j'ai analysé ma terre pour savoir si c'était une terre calcaire ou acide et savoir quelle plante je pouvais mettre? Bref, c'est tout ça. Et quand on fait tout ça et qu'on a passé une belle journée au jardin, en général, on est tellement fatigué que ce qu'a fait l'autre, on s'en fiche royalement. Donc, je vais employer un mot qui va peut-être être mal perçu, mais je me permets de l'employer et j'y mets beaucoup de bienveillance. Soyons dans l'humilité. Alors l'humilité, ça veut pas dire je m'auto-flagelle et je me dis mea culpa, je suis méchante, je comprends rien. On est ici pour justement sortir de cette dévalorisation. Mais l'humilité, ça veut dire avant de parler des défauts de l'autre, est-ce que moi toute la journée j'ai été dans la perfection? Est-ce que j'ai parlé à tous mes collègues avec bienveillance, avec écoute, sans m'emporter, sans me dire à un moment qu'est-ce qu'elle me gonfle ou il me gonfle celui-là? Est-ce que j'ai été très patient avec ma fille? Est-ce que j'ai été... Voilà, c'est tout ça. Et ça, c'est ce fameux travail de mêle-toi de tes fesses ou d'être sur le chemin de l'éveil, peu importe comment on l'appelle, mais c'est ce chemin-là en fait. C'est pas péjoratif de dire à quelqu'un mêle-toi d'abord de ce qui te regarde. Ce qui est péjoratif, c'est l'intention qu'on a derrière. Mais on peut très bien dire avec beaucoup de bienveillance à quelqu'un, écoute, mêle-toi d'abord de toi, de ce qui te regarde toi. Ça veut dire la même chose, de ce qui te regarde toi, de quoi tu es fait toi et de quoi surtout tu n'es pas fait. Parce que on veut tous être quelqu'un de bien, on veut tous un monde meilleur, on veut tous vivre ensemble les uns les autres et nous sommes extrêmement intolérants. Je suis toujours étonnée que les personnes qui parlent de tolérance soient celles qui le mettent le moins en pratique.
Alors je ne dis pas ça pour les personnes qui m'ont posé des questions, mais je suis sur les réseaux sociaux, donc je vois Facebook et je vois toujours des thérapeutes, des gens qui sont dans l'amour, dans l'énergétique, dans n'importe quoi, des naturopathes. Alors la guerre entre vous sortez de telle école, vous êtes un bon naturopathe, vous ne sortez pas de telle école, vous êtes un charlatan ou un abruti fini, ça je n'en parle même pas. Donc on est tous en train de dire mais moi je suis sur un chemin de tolérance, de bienveillance, je suis bien. Et puis quand il faut passer dans les actes, on n'y est pas. Et c'est ça qui me désole, c'est que actuellement, dès que l'autre n'est plus tel qu'on voudrait qu'il soit, dès qu'il ne dit plus le mot qu'on voudrait qu'il dise, dès qu'il pense différent de nous, dès qu'il agit de manière différente de nous, il devient celui qui est à abattre, qui nous dérange, dont il faut se plaindre. Mais on oublie que nous demandons, nous nous donnons le droit d'être comme ça et que nous demandons aux autres de nous accepter comme ça. Donc si moi je me donne le droit de critiquer quelqu'un, d'être imparfaite, de pas faire aujourd'hui ce que je dois faire, de me dire oh, je suis fatiguée, j'en ai pas envie. Si je me donne le droit d'être un petit peu colérique, un peu impatiente, pourquoi est-ce que je ne donne pas ce droit à quelqu'un d'autre? Pourquoi lorsque c'est l'autre, cela me dérange? Et ça pose la question de l'attente. Donc pour vivre avec quelqu'un, eh bien, il faut d'abord s'occuper de soi. Il faut avoir cette humilité, ce détachement, de se regarder en arrière comme ça et de se dire, mais avant de demander quoi que ce soit à l'autre, comment est-ce que je suis moi? Et puis, pourquoi est-ce que j'ai autant de besoins? Moi, je sais que chaque fois que j'ai attendu quelque chose de la part de mon mari, que j'étais dans l'attente de quelque chose, bien entendu, hein, ça n'arrivait pas. Ou si ça arrivait, c'était pas comme je voulais, et ça me mettait des émotions terribles, de la colère, de la frustration, de la tristesse, et c'est qu'il ne m'aime pas, et c'est qu'il n'a pas besoin de moi, et c'est que ceci, c'est que cela, tagada, 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 tagada. Et évidemment, on fait monter des émotions qui vont amener au conflit. Mais en définitive, c'était juste mon regard sur ça. C'était moi qui le vivais mal. Il avait le droit de dire moi aujourd'hui je veux faire autre chose, je prends du temps pour moi, ou je suis fatiguée, ou j'ai pas envie de faire la même chose que toi. C'est pas du rejet, c'est pas que je n'existais pas, c'est pas qu'il ne m'aimait pas, c'est juste qu'il avait le droit, comme moi. Il y a des moments où quand il a eu besoin que je sois de telle manière, j'ai été différente et il l'a accepté. Donc pour vivre en couple, il faut déjà faire un travail énorme sur soi. Il faut absolument pas s'occuper de ce qu'est l'autre, de ce que fait l'autre, de ce que dit l'autre. Et puis si on en a des émotions négatives qui viennent, si on a le besoin de prendre un téléphone ou de contacter une amie ou quelqu'un pour se plaindre de l'autre, il faut se dire mais pourquoi je prends le téléphone pour me plaindre de l'autre et jamais pour me plaindre de moi? Parce que moi aussi je suis comme ça. Donc ça pose la question du j'attends quelque chose de l'autre et je ne l'aime qu'à condition qu'il soit comme je veux qu'il soit. Mais ça c'est pas de l'amour. Ça c'est juste avoir besoin de façonner l'autre à notre image pour qu'on se dise voilà, je suis quelqu'un de bien, il m'a écouté, il a enfin fait ce que je lui disais, et là je suis contente. Mais c'est pas de l'amour ça. L'amour c'est de dire à son mari, tu vois, aujourd'hui tu m'as gonflé profondément, et nous on se le dit pratiquement tous les jours. Ah, tu m'as gonflé. Hier j'ai dit à mon mari, tu m'as gonflé. Il m'a dit oui, toi t'as fait ta chieuse aussi. Ouais, mais qu'est-ce que je t'aime. Alors il me dit, oh, ça se voit pas tous les jours. Je lui dis, tu as raison, ça se voit pas tous les jours. Mais ce qui est beau, c'est que même quand ça se voit pas, c'est là et c'est toujours là. Et je t'aime même si tu es imparfait, même si tu me gonfles, même si je te comprends pas. La seule différence maintenant, c'est que moi, je suis capable de me dire en moi-même, mais attends,
qu'est-ce que tu as besoin qu'il soit comme ça? Pourquoi tu as besoin qu'il fasse ce que tu lui dis de faire? Quelle est la manière dont tu l'aimes pour que finalement, quand il ne correspond pas à ce que tu voudrais qu'il devienne, bah tu le rejettes, tu te plains de lui. C'est pas ça l'amour. Si on veut un couple sur la durée, et c'est pour ça que beaucoup de couples ne durent pas, parce qu'il y en a un peut-être qui fera ce travail, mais pas le deuxième. Si on veut être sur la durée, bah il faut d'abord commencer par s'occuper de soi. Est-ce que j'ai des attentes par rapport à l'autre? Très bien. Donc si j'ai des attentes, pourquoi est-ce que j'ai des attentes? Bah parce que quand il me regarde, ça me rassure. Je me sens valorisée, je me sens belle. Combien de personnes, de femmes, ou même d'hommes, hein, ne disent pas je me sens belle, je me sens beau dans le regard de l'autre. Mais c'est par rapport à notre propre regard qu'on se sent beau ou qu'on se sent belle, c'est pas par rapport à l'autre. Si vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir beau ou vous sentir belle, c'est parce que quand vous vous regardez, vous ne vous aimez pas, c'est tout. Donc on est dans l'attente et on ne se rend pas compte que à force de projeter sur l'autre, de demander à l'autre de vouloir le changer, on peut qu'arriver sur du conflit. C'est ce qui se passe en fait avec nos enfants, et ce qui est rigolo, c'est qu'avec nos enfants, nous acceptons de le faire. Avec nos enfants, nous nous battons contre la société en leur disant mais moi, mon enfant, il est unique et je demande qu'on respecte le fait qu'il soit différent, qu'il soit peut-être pas fait pour les maths, qu'il soit peut-être fait pour du manuel, ou qu'il soit peut-être pas fait pour du manuel mais pour du français ou pour des maths. Et on se bat sur ça, mais on ne se bat jamais pour reconnaître à notre conjoint le droit d'être aussi différent. Et c'est là où on met des attentes, des projections qui ne sont pas normales, qui ne peuvent amener que du conflit. Ça peut pas être autrement, parce que l'autre vous dit mais attends, tu m'as épousé, j'étais comme ça il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il n'y a rien qu'à changer. Tu m'as choisi parce que j'étais comme ça. Et d'un seul coup, tu me reproches d'être comme ça. C'est pas possible. Donc, pour bien vivre en couple, eh bien, il faut accepter d'être seul. Et le premier couple avec lequel on doit être, le premier couple qu'on doit réussir, c'est celui avec notre ego, avec notre intériorité. Qu'est-ce que je suis? Quels sont mes traumatismes? Quel est le regard que j'ai sur moi? Est-ce que je m'aime? Oui, mais alors si je m'aime, pourquoi est-ce que je suis malheureuse quand l'autre ne me dit pas qu'il m'aime? Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière, il y a toujours un besoin. Pourquoi est-ce que je me sens abandonnée s'il n'est pas là pour me tenir la main? Pourquoi le fait qu'il ne veuille pas passer du temps aujourd'hui avec moi me pose un problème? Et par contre, quand moi je décide de le laisser pour aller passer une après-midi avec mon ami, ça ne me pose pas de problème. Donc c'est ça qui est fabuleux, c'est que, comme le dit le proverbe, la liberté de l'un s'arrête où commence celle de l'autre. Hein. On fait on fait beaucoup de reproches à nos conjoints, mais en même temps, tout ce qu'on leur reproche de faire, on se permet nous de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a du conflit, parce qu'à un moment, l'autre nous dit, mais attends, toi tu te permets tout ça et tu crois que tu es parfait, tu crois que tu es toujours, toi, sociable, tu crois que tu es toujours bien, tu crois que tu n'es jamais fatigué, tu crois que tu es toujours patient ou patiente, et puis moi tu me demandes d'être parfait, mais toi t'es pas parfait. Et on en arrive au conflit parce que dans 9 couples sur 10, on va en avoir un qui a besoin de façonner l'autre à son image, et ça c'est pas de l'amour. Alors c'est un travail qui est douloureux parce que c'est jamais confortable pour notre ego de se dire merde, en définitive, tout ce que je demande à mon conjoint c'est de me rassurer parce que je n'existe pas, et puis j'existe tellement pas que j'ai besoin qu'il m'écoute pour que ça marche. Et ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça et ça peut pas marcher comme ça. Donc il faut se demander pourquoi on a choisi cette personne, à quoi elle correspondait, ce qu'on lui a trouvé comme qualité, et puis se dire mais si j'ai eu besoin de ça, ça comblait quoi?
ça comblait quelle attente, ça comblait quel besoin. Et souvent, on va se rendre compte que on vit à travers le regard de l'autre. C'est pour ça que on va se mettre, c'est ce que je disais au début, on va essayer de réussir notre carrière sociale, parce que notre carrière sociale, c'est si j'ai réussi, c'est que je suis quelqu'un de bien. Et on va parfois aller embrasser des carrières médicales pour aider les gens, pour sauver les gens, le fameux syndrome du sauveur, celui qui en définitive n'a pas trouvé sa place, ne s'aime pas, se trouve tellement inutile ou qui a eu peut-être un parent qui était tellement, qui lui semblait inaccessible, qu'il a besoin de sauver tout le monde pour se prouver qu'il peut y arriver, qu'il peut être quelqu'un de bien. Mais on n'a pas besoin de sauver le monde entier et on n'a même pas besoin de sauver une personne pour être quelqu'un de bien. Si déjà on arrive à se sauver nous-mêmes, mon Dieu, ça sera déjà fabuleux. Donc il faut faire ce travail d'introspection. Et je préfère introspection comme terme à méditation parce que méditation c'est pareil, on en a fait quelque chose de très à la mode. Il faut prendre du temps pour soi, il faut s'arrêter, il faut se mettre une musique zen, il faut ceci, il faut cela. Et puis les gens souvent on nous pose la question, mais je comprends pas, je suis bien pendant la méditation, puis après ça reste pas. Mais madame, monsieur, la méditation ça veut dire méditer sur soi. C'est méditer sur soi, c'est pas pendant l'heure où vous êtes assis, c'est pendant toutes les heures où vous êtes debout et où vous allez poser des actes. Parce que apprendre qui on est, être dans cette introspection, cet éveil de soi, pour être dans l'éveil de soi, il faut déjà avoir conscience de ce qu'on est et de ce qu'on n'est pas, que ce soit les bons ou les mauvais côtés. Donc moi je dis aux gens, méditer sur soi, c'est justement quand on fait la vaisselle, quand on est en train de se mettre en colère avec nos enfants, quand on est en train de se mettre en colère avec notre conjoint, avec un collègue, c'est là où on médite. On médite en se disant d'un coup, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je bascule dans telle émotion? Pourquoi est-ce que je prends cette remarque mal? Pourquoi est-ce que je le prends de manière négative? Pourquoi est-ce que je me ferme aux autres? Pourquoi si cette personne, cette collègue, cet ami, n'importe qui m'a dit je ne suis pas d'accord avec toi, je ne partage pas ton point de vue, ce qui est une normalité, voilà. Pourquoi est-ce que du coup j'en mets de la fermeture, je la juge, ou je le juge, ou je me ferme à ce qu'il est? Ça c'est intéressant, c'est ça le être dans la méditation de ce que je suis. Donc il faut méditer, oui il faut méditer tous les jours, mais pas de la forme qu'on y met. Moi je médite très peu en étant assise, en m'asseyant sur mon canapé, d'ailleurs parce que j'ai 2 gros bergers allemands qui ne me laissent pas beaucoup de place sur le canapé. Et puis j'ai des journées qui sont bien remplies, mais dès que je suis en train de faire quelque chose, que j'écrive un article, que je lise, que je fasse du ménage, que je fasse quoi que ce soit, même quand je me promène avec mes chiens, je suis toujours en train de penser aux actes que j'ai eus, qu'ils soient d'hier ou d'il y a 15 ans, et à me dire ok, donc là t'as réagi comme ça, mais tu vois, t'aurais pu être autrement, c'est vrai. Et puis des fois, quand on entre dans cette conscience, eh bien, on a un petit déclic qui se fait et on va accéder à autre chose. Donc pour moi, méditer, c'est ça. Et je pense qu'il faut passer nos journées à méditer sur nous-mêmes pour pouvoir vivre avec les autres. Donc méditer toute la journée. Alors Marie me disait pourquoi je n'arrive pas à m'aimer, pourquoi je n'arrive pas à rester calme quand je réponds à mon mari et que j'ai le sentiment qu'il ne me respecte pas. Eh bien Marie, vous avez donné la réponse dans la première question. J'ai le sentiment qu'il ne me respecte pas parce que je ne m'aime pas. Alors je vais dire une chose qui va être terrible et je le dis là encore avec beaucoup de bienveillance, sans jugement aucun. L'autre n'est que le reflet aussi du regard que nous avons sur nous-mêmes. C'est-à-dire que de mon passé, je me suis aperçue aussi que
quand je prenais mal quelque chose que me disait mon conjoint, c'est parce que moi-même j'avais en fait cette notion de me dire bah t'es rien ma pauvre chérie, t'as tout raté dans ta vie, tu n'as plus rien, tu sais pas, t'as pas d'avenir, t'as pas ceci, t'as pas cela. Enfin, je me dévalorisais énormément. Donc effectivement, quand mon conjoint allait me dire quelque chose qui n'était pas forcément du jugement, une chose qui pouvait lui sembler anodine, genre «Ah tiens, moi j'aurais fait ça comme ça». Et ben paf, je le prenais comme «Ah ben oui, t'es en train de me dire que je l'ai mal fait, et que voilà, et que ceci, que cela», et ça partait au quart de tour. Mais c'est parce que moi en moi-même, j'avais ce regard-là sur moi. Alors, peut-être que votre mari ne vous respecte pas, mais comme le disait Épictète, ce n'est que votre manière de voir ça. Elle peut être juste, elle peut être en partie juste, comme elle peut être fausse et elle peut être en partie fausse. Mais ce n'est que l'émotion que moi j'ai mise parce qu'à l'intérieur j'ai une faille et que tant que cette faille est là, ce que me dit l'autre, ça l'active. Alors on va prendre un petit parallèle qui est justement par rapport à la notion de couple. Quand on va se mettre en dévalorisation, qu'on a du mal à trouver sa place, qu'on se considère pour X raisons, qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne fait pas assez les choses correctement, etc., etc., on va attirer à soi des gens qui sont très perfectionnistes et qui justement vont passer leur temps à nous dire mais tu te rends compte, c'est pas assez bien fait, tu aurais pu le faire comme ça, tu aurais pu ceci, tu aurais pu cela, et qui en définitive vont nous sembler bien étouffants. Mais en même temps, il ne peut pas en être autrement puisque nous nous voyons comme ça. Nous nous voyons comme quelqu'un qui n'est pas capable de faire les choses correctement. Donc on attire à soi des personnes qui nous disent bah, tu as raison, tu ne fais pas les choses correctement. Alors je vais parler ici d'une jeune femme que j'avais eue au tout début où j'ai commencé et qui était une jeune femme qui avait pris beaucoup de poids et pourtant qui était très 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 jolie. Moi j'ai toujours trouvé très jolie, sensuelle, enfin bon, bref. Et qui me disait tous les jours, parce qu'elle avait besoin qu'on discute assez souvent, mais vous vous rendez pas compte, j'ai pris du poids, puis j'ai tout ce ventre, et puis mes bras, puis je suis pas belle, puis j'ai l'impression que je ressemble à un éléphant, à un thon, et je comprends pas comment mon copain peut m'aimer, me trouver jolie, enfin bref, c'était assez difficile. Et puis un jour, elle m'appelle, elle me dit, je suis allée chez le médecin, vous savez pas ce qui m'est arrivé? Je dis non. Et elle me dit, bah, j'y suis allée, je crois qu'il m'a pesé, je sais plus si c'était un gynécologue ou peu importe. Et en fait, il l'a descendu par rapport à son physique. Il a dit, mais vous vous rendez pas compte avec le poids que vous avez, vos bras, et vos fesses, et votre ventre, et machin, mais vous... Enfin voilà, il l'avait massacré. Et ça l'a mise en colère. Et elle me dit, mais vous vous rendez compte de comment il a osé me parler de mon physique et me juger comme ça. Et en fait, je me suis presque mis à rire, pas de méchanceté, mais parce que c'était tellement évident ce qui se passait. Alors elle me dit, mais qu'est-ce qui vous fait rire ou pourquoi vous riez? Parce qu'elle savait bien que j'étais pas quelqu'un qui était dans le fait de se moquer des autres. Et je lui ai dit, mais pourquoi veux-tu qu'il t'ait parlé autrement puisque toi, tous les jours, tu parles de toi comme ça? Tu parles de toi en disant, je suis un thon, je suis moche, je suis grosse, avec mon ventre qui est moche, mes bras qui ressemblent à rien, ma cellulite, je comprends pas comment on peut m'aimer. Je lui dis, toi, tu t'autorises à te parler comme ça tous les jours. Tu te parles à toi-même comme ça. Et quand tu parles de toi aux autres, tu as ce langage. Je lui dis, pourquoi est-ce que ça te met en colère que quelqu'un d'autre te tienne le même langage? Et en fait, cette personne, dans son immense dévalorisation, quand elle parlait d'elle mal, ce qu'elle recherchait, c'est qu'on lui dise mais non, c'est pas vrai, c'est qu'on l'encourage, c'est qu'on lui dise ben, non, tu es jolie, non, c'est pas vrai, non, tu n'es pas comme ça. Mais elle comprenait pas que chaque fois qu'elle se permettait
de se dire des choses blessantes, de se dévaloriser, elle permettait aussi aux autres d'en faire de même. Et un jour, elle a été confrontée à ça. Elle a été confrontée aux mots blessants qu'elle se donnait à elle-même, au regard blessant qu'elle avait envers elle-même. Elle a été confrontée à ça. Et l'autre peut être ça aussi, c'est-à-dire que il va venir dans notre vie pour qu'à un moment on se dise mais la manière dont il me parle, c'est la manière dont je me parle tous les jours. Quand je me dis ah et voilà t'as encore raté ci, ah et voilà t'as pas su faire ça, ah ben elle le réussit mieux que moi. Si on s'autorise ça, pourquoi reprocher à l'autre de nous le dire? Donc c'est ça qui est difficile, c'est que nous on s'autorise beaucoup de choses, on s'autorise de se maltraiter, on s'autorise de mal se parler, on s'autorise de se dévaloriser, on s'autorise de se faire du mal, et puis quand l'autre nous fait exactement la même chose, on lui dit mais attends, de quel droit tu fais ça? Mais de quel droit moi je me fais ça? Ça revient à la question d'Ariel. Vivre en couple, avant de se plaindre de l'autre, de ce qu'il me fait subir, déjà se dire mais de quel droit moi je m'autorise à faire subir ça, que ça soit à moi-même ou aux autres. Donc il faut, ce qui est déjà bien Marie, c'est que vous avez compris que vous ne vous aimiez pas. C'est déjà un pas pour aller bien, pour aller mieux. Après, il faut savoir d'où ça vient. Et ça, il faut être accompagné. Alors, que ce soit par moi, par un naturo, par un psy, n'importe qui, mais il faut être accompagné. Le thérapeute, l'accompagnateur, il n'est pas là pour vous amener toutes les réponses et sortir la baguette magique qui va faire que tout va aller bien. Il est juste là pour vous faire vous poser la question à laquelle vous ne pensez pas parce que c'est trop douloureux ou parce que vous n'avez pas eu l'idée d'y penser, parce que ça ne vous vient pas. L'accompagnateur, le thérapeute, c'est vraiment celui qui a un regard un petit peu, qui a pris de la distance et qui va être capable d'avoir des ressentis ou une idée, une sensation, une connaissance de la chose et qui va se dire là c'est relié avec ça, il faut aller sur ce terrain. Mais après il faut aussi qu'il y ait suffisamment de douceur et de bienveillance pour qu'on se dise je peux aller sur le terrain, c'est le moment ou ce n'est pas le moment, et voir ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit le moment. Donc il faut comprendre pourquoi vous ne vous aimez pas. Est-ce que ça vient de nos parents, les parents qui ne nous ont pas fait de place? Est-ce qu'on s'est senti étouffé dans une fratrie? Est-ce qu'on n'a pas trouvé notre place? Est-ce qu'on avait des parents ou un maître d'école, une maîtresse d'école qui nous disait oh là là, quel dommage que tu sois pas aussi brillante que... Enfin, tout ça, c'est là vraiment la cause de la cause. Il y a quelque chose qui a amené ce regard que vous avez sur vous de dévalorisation, et c'est ça qu'il faut trouver. Et après, ça ne veut pas dire qu'on divorce, ça ne veut pas dire qu'on s'en va de chez soi, ça c'est encore autre chose. Après, ça veut juste dire que l'autre pourra nous dire la même phrase, on le prendra différemment. Comme on dit, ça nous passera au-dessus de la tête. Et c'est ça qui va être bien. Et en même temps, quand on a été dans cette dévalorisation et qu'on a fait venir à nous des gens qui avaient besoin un petit peu de nous dominer, chaque fois qu'on rentre dans ce jeu-là et qu'on leur montre qu'on a été peiné, qu'on a été touché, on leur envoie aussi le signal, le message, tu as raison de faire ça puisque ça marche. Donc c'est là où on peut se dire, mais finalement... qui a commencé, qui a raison, qui a tort? Est-ce que c'est moi qui, par ma dévalorisation, permet à l'autre de me faire du mal? Ou est-ce que c'est l'autre qui finalement sent que, bon, ben, on peut y aller, on y va? Qui a commencé? Moi ou lui? Mais de toute façon, ça va donner la même chose. Et c'est là où on va, d'ailleurs on le dit souvent, tiens, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en réagissant différemment, ben,
ça avait décontenancé celui qui était en face et il s'était senti dépossédé du besoin de nous faire du mal. Donc comme j'ai dit à une personne la semaine dernière, je lui ai dit, tu sais, en fait, on n'apprend pas des gens qui nous veulent du bien, qui sont gentils avec nous, hein. On ne fait jamais un travail sur soi quand tout va bien. On apprend des gens avec lesquels on n'a pas forcément de relations ou de bonnes relations. Parce que pour arriver à passer une journée agréable avec quelqu'un qui vous gonfle profondément, je peux vous dire qu'il faut faire un sacré travail de tolérance, d'empathie, d'amour et de bienveillance. Passer une journée fabuleuse avec quelqu'un qui est toujours d'accord avec nous, vous n'allez jamais en développer une quelconque qualité. C'est tellement facile. Donc, en définitive, c'est là où j'aime beaucoup cette approche un petit peu du bouddhisme ou indienne qui est que tout acte négatif n'est pas quelque chose de négatif mais un enseignement d'une personne qui va me dire du mal et avec du mal de moi dans le dos et avec laquelle je vais me retrouver à un repas d'amis et tout. On l'a tous vécu, hein. Au bout de 5 minutes, cette personne-là, on la supporte plus, on a juste envie de s'en aller. On la voit en train de nous dire du mal des gens qui sont pas là et ça nous est infernal. Et en général, on commence par, dans notre tête, à lui donner tous les noms d'oiseaux qu'on se donne le droit de lui donner. Et en fait, il ne faut pas voir ça comme une épreuve ou dire je passe un moment terrifiant, je passe un mauvais moment. Il faut rentrer dans la gratitude et en se disant je suis en train de vivre quelque chose qui est très positif parce que je suis en train d'apprendre à moi à passer au-delà de tous ces jugements, de ce ras-le-bol, de cette colère et je suis en train d'ouvrir mon cœur pour finalement ne pas juger l'autre parce que ce que nous enseigne la vie, c'est que du moment que vous n'attentez pas la vie de l'autre, du moment que vous ne sombrez pas dans la pédophilie, que vous ne prenez pas du plaisir à faire souffrir les gens, que vous ne frappez pas les gens, que vous ne les tuez pas, que vous ne les martyrisez pas, que vous ne faites pas, voilà, vraiment vous n'attentez pas à la vie de quelqu'un, vous avez le droit d'être différent. La seule personne à laquelle vous faites du mal, c'est vous-même. Et finalement, dans cette soirée qu'on pensait être une soirée de merde, disons le terme, on rentre chez soi en se disant finalement, tu vois, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à pas être en colère grâce à cette personne. Elle était tellement insupportable, elle m'a tellement fait monter du ras-le-bol, de la colère, qu'au bout de 5 minutes, j'avais envie de lui dire mais tais-toi, tu es horrible. Et c'était pas possible, parce qu'on peut pas se comporter comme ça. Et j'ai été obligée de prendre sur moi. Et c'est ça, méditer. C'est là qu'on se met à méditer. Alors on reste sur notre chaise, on se met pas en position de lotus, on visualise pas les pétales rouges, roses ou je ne sais quoi. On se met à méditer, à se dire allez, je rentre en état d'empathie, je vais essayer de pas juger, je vais faire partir ma colère, je vais faire descendre tout ça. Et je vais la regarder non pas comme un humain qui me met en colère, mais comme quelqu'un finalement dont j'ai pitié parce que c'est triste d'être comme ça, que c'est triste d'être dans la médisance, que c'est triste d'être intolérant. Et l'autre, il est juste finalement le reflet pour nous dire, tu vois, si tu te laisses saper par cette émotion, tu vas devenir toi-même comme ça. Parce que si je me mets à juger l'autre, si je me mets à devenir intolérante, si je me mets à dire mais quel con ou quelle conne, mais je deviens ce que je suis en train de lui reprocher de faire et d'être. Donc je peux pas vouloir être sur un chemin de découverte du soi. Je peux pas me dire en tant qu'humain je veux devenir bienveillante et tolérante et me permettre de finalement d'être comme les gens qui sont comme ça. C'est pas possible. Donc quelque chose qui va nous sembler négatif ne l'est pas. Un moment qui va nous mettre profondément en colère, eh bien c'est le moment de méditer.
qu'est-ce que je peux faire pour qu'aujourd'hui ma soeur, mon frère, mes enfants, mon mari, mes collègues arrêtent de me sembler insupportables? Quel est ce travail, ce trésor d'amour que je peux faire? Et ça rejoint une phrase que dit Amma dans son livre Guide-nous vers la lumière. Alors il faut savoir que je détestais Anna, c'était vraiment une personne que je n'aimais pas. Moi, le côté sainteté, méditation et tout le reste, j'étais vraiment fermée à ça, vraiment fermée. Et puis évidemment, en changeant, ben, on change. Donc maintenant, je comprends qui est Amma, et c'est quelqu'un que j'aime évidemment énormément. Donc elle dit, le cœur et l'intellect ne sont pas deux entités séparées. Quand votre intellect exerce sa faculté de discernement, tout naturellement vous vous ouvrez. Et de cette ouverture jaillit spontanément un esprit d'innocence, de compromis, d'humilité et de coopération. Le mot cœur symbolise cette ouverture. À la simple mention de ce mot, donc du mot cœur, nous éprouvons une douceur apaisante. Mais de nos jours, nous ne voyons chez les humains qu'une intelligence ordinaire et non cette faculté de discernement. C'est bien ce qu'on dit, hein. On reproche à l'autre de plus savoir discerner les choses, de plus faire, de plus savoir quoi dire, quoi faire, quoi penser, mais est-ce que nous-mêmes, nous savons le faire? Et elle dit, en réalité, ce n'est pas l'intellect, mais l'ego. L'ego est la cause de toutes les souffrances. À mesure qu'il grandit, l'ouverture de la personne se réduit et l'esprit de compromis disparaît. Alors l'esprit de compromis, c'est l'esprit d'amour disparaît. Qu'il s'agisse de la vie spirituelle ou de la vie dans le monde, ces vertus sont absolument indispensables. Donc on voit bien, ça rejoint ce que disait Épictète, si tu souffres, si tu es en colère, c'est en fait la propre manière dont toi tu vois les choses qui t'ont mise comme ça, et la propre manière, tout ce qui nourrit en fait ce petit démon intérieur qui nous amène à la colère, à la frustration, c'est notre ego. Notre ego, il est là pour nous dire tu as raison et les autres sont des abrutis qui ont tort. Et plus on se persuade parce qu'on est un médecin à la carrière fabuleuse, ou on a un thérapeute qui a de très bons résultats, ou parce qu'on est complètement incompétent mais que on a un compte Instagram ou je ne sais quoi avec 30 000 likes et on se dit voilà je suis, on rentre dans l'ego, et plus on y rentre, plus on va le développer et plus on va se dire je suis. Et en fait, je suis, c'est pas ça. Je suis, c'est cette qualité humaine d'amour, d'empathie, de compréhension que je vais mettre au service des autres. Et pour mettre ça au service des autres, il faut avoir conscience de ce que je suis dans mon ego et aussi ce que je ne suis pas. Parce que je ne suis pas que des qualités, je suis aussi des défauts. Et avant que l'autre accepte de regarder ses défauts, et cela doit venir uniquement de lui-même, il a le droit de refuser. Les gens ont le droit de toute leur vie ne jamais vouloir ouvrir leur conscience. C'est un droit, c'est fondamental. Eh bien, on doit respecter ça. Et ça revient à ce que m'avait dit une fois Ariel, mais alors, quand je vois mon mari manger n'importe quoi, se faire du mal avec son alimentation, et que je sais derrière ce que ça va amener, je dois ne rien dire et laisser faire, mais oui, parce que c'est son droit. C'est son droit, comme toi, à un moment, tu t'es donné un droit aussi d'avoir cette alimentation-là. Et c'est pas parce que tu as eu cet éveil d'avoir accès à d'autres connaissances et de comprendre d'autres connaissances que tu dois venir dans l'intransigeance en disant à l'autre, ben maintenant que moi je sais, toi tu n'as plus le droit d'être imparfait, mais l'autre, il a le droit d'être imparfait. Il a le droit de se foutre en l'air s'il en a envie. Et ça, c'est être dans l'empathie, être dans le cœur. Dans le cœur, ça veut dire
j'aime la personne telle qu'elle est. Alors on va répondre à une autre question de Cathy. Cathy qui me disait comment apprendre à gérer mes émotions. Et puis j'avais aussi Muguette, ça veut dire à peu près la même chose, qui disait pourquoi est-ce que je refais toujours les mêmes erreurs. Alors comment apprendre à gérer mes émotions? Eh bien, en sachant pourquoi tu n'arrives pas à les gérer. C'est de la palisse, mais en même temps c'est tellement vrai. Ce qui est important, c'est pas de se dire j'arrive pas à gérer mes émotions, mais c'est à se dire qu'est-ce qui déclenche en moi ces émotions. Donc c'est là où être accompagné, c'est ce que je disais, peut être vraiment important parce que l'autre va voir des choses, sentir des choses, poser des questions en relation avec des choses que nous n'aurons pas eu forcément l'idée. C'est un terrain sur lequel nous n'aurons pas eu l'idée d'aller. Et il faut voir, alors comme je te connais un petit peu, je vais dire que de toute façon, il y a beaucoup de dévalorisation en toi, de place que tu n'as pas prise, de manque de confiance en toi. Et évidemment, tu ne géreras pas tes émotions puisque chaque fois qu'on te dira quelque chose, ça fera ressortir ça. C'est comme l'histoire, je disais, de la jeune fille avec le médecin, ou moi quand je parlais de mon conjoint qui me disait quelque chose et que ça me faisait sortir une émotion. Mais c'est parce qu'il y avait une brèche à l'intérieur et que cette lumière pouvait s'engouffrer dans cette brèche. Quand il n'y a plus de brèche, ça s'engouffre dans rien du tout. Ça tape et ça repart, c'est tout. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller faire ce travail sur soi, d'être accompagné pour se dire ok, quelle image j'ai de moi. Et c'est ça qui est extrêmement douloureux, c'est d'accepter que finalement on se voit d'une manière mais qui est terrible parce que ça parle de souffrance. Et il faut aller chercher cette souffrance-là. Tant qu'on ne l'a pas nommée, tant qu'on ne l'a pas regardée, on ne peut pas lui dire au revoir. Pour guérir, il faut mettre un mot sur les choses, il faut en accepter la souffrance qu'il y a derrière, et il faut aller la nettoyer. Et c'est pareil pour Muguette, pourquoi est-ce que je reproduis toujours les mêmes erreurs? Déjà parce que je n'ai pas conscience que ce sont des erreurs, et puis ça n'en sont pas, ce sont des enseignements, et tant que tu n'as pas compris l'enseignement qui était derrière, tu ne peux pas le changer. Alors on va faire deux parallèles. Si je manque de confiance en moi, si je suis quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision, qui n'aime pas prendre de décision, qui n'aime pas être dans le conflit, qui n'aime pas, bon voilà, je vais attirer à moi des personnes qui vont prendre des décisions à ma place. Alors la première fois, je vais rompre dans mon couple en disant, mais attends, il est un peu écrasant, quand même il décide tout à moi, il prend les décisions à ma place, j'ai pas mon mot à dire. Bon. Allez, un jour je rencontre quelqu'un d'autre et puis ça recommence. Et on va toujours être attiré vers ces personnes qui ont des gros caractères, qui vont tout décider pour nous, qui vont nous dire ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien, on va faire ci, on va faire ça. Et ça va finir par nous excéder. Mais on va toujours attirer ces personnes-là. Mais pourquoi? Parce que à la base, c'est ce que je m'autorise à mettre en pratique. Donc quand on dit je fais les mêmes erreurs, il faut prendre cette feuille blanche, faire 2 colonnes, dire ok, quelles sont les erreurs qui reviennent dans ces situations, les nommer, les analyser, et puis dire ok, mais quel défaut j'ai moi par rapport à ça, ou justement dans quoi ça me conforte. Alors ça peut être aussi je suis quelqu'un qui ne veut pas réussir dans la vie, je suis quelqu'un qui ne veut pas se mettre en avant pour X raisons, eh bien je vais toujours me retrouver dans des entreprises où finalement on va pas me mettre à ma place, on va pas me proposer de l'avancement, on va pas me voir, mais oui, mais parce que ça correspond à ce que je suis, à ce que moi je mets en place. Alors je vais partir une fois d'une entreprise, je vais en faire une deuxième, une troisième, je serai toujours insatisfait, oui, mais à l'intérieur j'ai cette résonance.
Et c'est comme ça que ça va revenir et qu'on peut passer une vie à refaire toujours la même chose parce qu'on n'a pas nettoyé cette résonance qui est là, cette brèche qui est ouverte et on laisse l'autre, l'énergie de l'autre s'engouffrer dedans. Donc déjà, il faut savoir quelles sont ces erreurs-là. Est-ce que c'est au niveau social? Est-ce que c'est au niveau de la vie affective? Est-ce que c'est avec les enfants, un conjoint? Bon, bref. Et une fois qu'on a trouvé ça, dire ok, alors moi, dans quoi ça me conforte? Qu'est-ce que ça me permet d'être? Qu'est-ce que ça me permet de ne pas être? Et en quoi est-ce que ça m'horripile? Il faut chercher les points communs à tout ça. Et puis, comme le disait Hippocrate, quand on a trouvé la cause, on va chercher la cause de la cause, et puis la cause de la cause de la cause. Et là, on est enfin, on trouve la racine. Voilà, on trouve la racine première de cet arbre qui n'a pas poussé droit finalement. Donc là aussi, c'est un travail qu'on peut faire seul et c'est un travail qu'on peut aussi, j'aime pas mettre qu'on doit, mais disons que si on est toujours en train de se dire je refais les mêmes choses, c'est là où on peut se dire il faut dire aux autres j'ai besoin de votre aide. Hein. Allez voir quelqu'un qui vous accompagne sur ça. Ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut pas dire qu'on n'y arrive pas, ça veut pas dire qu'on est moins que rien, ça veut dire qu'on n'a pas la compétence ou la connaissance nécessaire à ce moment-là pour y arriver seul et qu'on a sur notre chemin des personnes qu'on nous a mises, que ce soit moi, votre voisine, votre copain, n'importe qui, on vous a mis sur votre chemin des personnes qui sont là pour vous aider. Sauf que notre ego décide toujours de comment on veut être aidé. Et du coup, on se ferme à des possibilités parce qu'on confond comment je veux que ça se passe et comment cela doit se passer. Comme je dis toujours, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais que pour que vous entendiez ce qu'il est juste que vous devez entendre. Et je vais terminer sur deux choses que j'avais entendues. Une de Monseigneur Vigile, où on parlait d'un prêtre qui était un très grand théologien, et il disait à un moment dans sa vie, ça a été compliqué parce que dès qu'il a eu la reconnaissance de ses livres, de tas de choses, ce qui était difficile justement, c'était de ne pas tomber dans cet égo. Et Monseigneur Vigile disait, tu sais, même dans la prêtrise, même dans les hommes de foi, c'est très difficile à un moment quand on commence à faire du bien à côté d'avoir une reconnaissance, de rester humble et de ne pas se dire je suis un élu. Donc ça c'était la première chose, toujours rester humble et se dire on a besoin des autres, je ne suis pas un élu. Et puis il m'avait raconté cette blague et qui parlait vraiment de la foi et de nos projections, hein, qui disait, ça parlait d'un homme qui était perdu dans le désert et qui disait mon Dieu, viens me sauver, je t'en supplie, viens me sauver. Alors il y avait quelque temps après un berbère qui arrivait sur son chameau et qui proposait au monsieur qui était perdu, qui lui dit est-ce que tu veux de l'eau? Tu as besoin d'eau pour continuer à marcher? Et l'autre lui disait non, non, je veux pas de ton eau, j'ai pas besoin de ton eau, Dieu pourvoira à me sauver. Très bien. Et puis cet homme continuait à avancer dans le désert, sous le soleil, à avoir de plus en plus chaud et à déshydrater, et disait toujours la même chose. Mon Dieu, viens me sauver, viens me sauver. Et puis quelque temps après arrive un autre berbère sur un autre chameau et qui lui dit la même chose, mais tu as soif, je peux te donner de l'eau, moi je peux pas t'amener sur mon chameau où tu vas, mais je peux te donner de l'eau pour que tu meurs pas de soif pendant ton chemin. Non, non, je veux pas de ton eau, Dieu viendra me sauver. Et puis en définitive, l'homme meurt, monte au paradis, rencontre Dieu et lui dit mais pourtant j'étais persuadée que tu viendrais me sauver, et pourquoi tu m'as laissé mourir? Et Dieu lui dit mais je t'ai amené mon aide 2 fois. Les berbères sur le chameau qui sont venus pour te donner de l'eau, tu crois que ça venait de qui? Et ça montre bien la force de notre ego
qui veut être sauvé, qui veut trouver la solution en disant moi je décide que ça sera comme ça, et qui ne sait pas des fois voir que la solution est sous son nez, que ça fait un moment qu'on lui a amené, mais voilà, l'ego dit non, moi je veux que ce soit comme ça. Donc n'hésitez pas à vous dire ça, à vous dire mais oui, dans ma vie j'aurais aimé trouver la solution comme ça, ou grâce à ça, ou en me mettant à méditer tous les jours en lotus, ou en faisant ci, ou en faisant ça, ou en travaillant avec des cartes, ou en travaillant avec du Reiki. J'aurais aimé que ça se passe comme ça. Ouais, mais je vois bien que depuis le temps, ça se passe toujours pas comme ça. Alors, en finalité, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre monde de fonctionnement à avoir, quoi? Est-ce que la manière dont je m'y prends est la bonne? Et c'est ça qui est important. Et quand on se pose la question de ça, on peut derrière se dire ok, alors qu'est-ce qui fait que finalement je me suis empêchée de m'ouvrir à cette autre chose? Qu'est-ce qui fait que j'ai préféré continuer dans mes erreurs plutôt que de m'ouvrir à cette autre chose? Et là, eh bien, on va laisser un point d'interrogation parce que cela parlera de la prochaine vidéo, du prochain thème du 10 janvier, qui est le jour de mes 54 ans d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai choisi ce chiffre 10 aussi, puisque je suis née en 10-01, donc c'est un chiffre important. On parlera de la confiance. Qu'est-ce qui fait que j'ai suffisamment confiance en moi pour m'ouvrir à ce que dit l'autre ou pour ne pas m'y ouvrir? Je vous souhaite plein de belles choses pour les fêtes de fin d'année. Peut-être qu'on aura l'occasion de se les fêter ou pas. Alors je voulais vous dire que à la fin de cette vidéo, vous aurez un petit papier avec mes coordonnées. Ceux qui veulent me contacter pour éventuellement faire un travail avec moi, quel qu'il soit, seront les bienvenus. Vous avez le droit de penser que ce que j'ai dit aujourd'hui était quelque chose de très bien qui vous a plu, comme vous avez le droit de vous dire que je suis d'une incompétence notoire et que je suis un grand charlatan qui ne comprend rien, n'a rien dit des bêtises. Je vous laisse vraiment dans cette bienveillance, dans cet amour. Enfin, je n'ai pas besoin de votre regard, ni que vous veniez me féliciter pour flatter mon ego, ni que vous veniez m'insulter. Je ne suis pas dans ce travail d'ego là, donc voilà, je fais ces vidéos pour être vraiment dans le partage, en me disant si ça peut toucher quelqu'un, et bien voilà, j'aurai réussi mon rôle d'humain. Mais je ne suis pas du tout dans le besoin que vous veniez me rassurer sur ce que je suis. Et je vous laisse le droit de trouver que ce que je suis est extrêmement négatif. Je vous laisse même le droit de me le dire si vous en avez envie. Je ne le prendrai pas de haut, mais je fais toujours la même réponse. Je ne suis que le regard que vous mettez sur moi. Ceci dit, l'introspection, c'est de se dire pourquoi je pose ce regard sur quelqu'un. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes, plein de belles choses. Et puis on va se quitter sur cette phrase que j'aime beaucoup, qui est je peux mettre toute l'énergie que je veux à avoir quelque chose. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Je ne peux mettre toute l'énergie que je veux à éviter de vivre quelque chose. Si je dois le vivre, il me sera donné à vivre. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'introspection et peut-être que nous nous retrouverons le mois prochain.